Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji DR, ma rubrique sur le jeu de rôle. Donc j'avais dit comme convenu après la vidéo de la prise de notes que j'étais censé faire peut-être une ou deux vidéos. Alors finalement ça sera deux vidéos. Il y a l'article dont je vous ai parlé que Christophe Rouge avait présenté, enfin pas présenté mais qu'il avait distribué comme lien. Et en plus, il y a le fait que je voulais faire une vidéo de très longue date, depuis presque le début de ma chaîne, hein. C'est-à-dire ouais, c'est après le truc du PJMJ, c'était la question, puisque c'était un sujet que j'étais en train d'écrire sur mon jeu de rôle pour expliquer l'intelligence, le charisme, la sagesse, pourquoi ce n'est pas représenté dans les caractéristiques principales de mon jeu. Certains jeux de, comment ça, certains auteurs de jeux de rôle font ça, c'est-à-dire qu'ils expliquent pourquoi des choses qui sont classiques n'apparaissent pas pour nourrir la réflexion des gens, mais aussi pour qu'ils puissent comprendre un petit peu c'était quoi la démarche. Et là, on est dans quelque chose d'assez précis, d'assez compliqué, mais je pense que c'est révélateur de l'époque de maintenant. Pourquoi je parle encore de l'époque de maintenant, hein? Parce que, vu le nombre de fois que je dis oui de nos jours, de maintenant, machin, on peut dire oui, il est un vieux con. Voilà. Et puis le mode mais il pense que c'était mieux avant. C'est pas que c'était mieux avant, hein. Quoique, je pense que c'est pas une question que c'était mieux avant, mais je pense qu'il y a un début de truc. C'est-à-dire que on avait peut-être moins de recul, mais je pense que ce manque de recul, comme tout le monde l'avait, on n'était pas offusqué pour le moindre truc. Mais c'est une autre observation aussi que je tenais à faire. C'est cette, je vais pas dire tentative, mais je vais dire cette démarche récente qui est arrivée aussi, en même temps de ce truc de la prise de notes, qui est où en fait les gens veulent tout déconstruire. Ils veulent déconstruire les points de vie, ils veulent déconstruire les compétences, ils veulent déconstruire les dons, si ça existe, et ils veulent déconstruire les caractéristiques. En gros, les fondamentaux de D&D. Voilà, alors comme vous le savez, je suis plutôt neutre comme opinion sur les D&D là que sur D&D. En sachant que les deux trucs proches de D&D que j'ai que j'ai appris à apprécier et un que j'aime vraiment. Le premier c'est Pathfinder version 1 et le second c'est Mutant and Masterminds. Mais bon, la question du D&D, est-ce que D&D est ceci, est-ce que D&D est cela, est-ce que le système présenté dans les jeux comme les D&D-like devrait être ceci, devrait être cela. Il y a une tentative de déconstruire, mais c'est une tentative de déconstruire qui ne vient pas du milieu francophone. Eh ben non, il vient plutôt du domaine anglophone. Parce que je pense que dans le milieu francophone, surtout la manière dont nous avons vécu, surtout en mal, le jeu de rôle pendant les années 90, et quand je dis nous, c'est certainement pas moi, c'est moi, je suis arrivé, voilà, j'ai su ce qu'était le jeu de rôle dans les années 2010 quoi. Donc ça veut dire que, mais je considère ça comme une partie de l'histoire d'une activité que j'aime bien. Bref, en tout cas nous on a redécouvert le jeu de rôle et ça n'a pas été une espèce de page blanche. Il y a quand même certains jeux de rôle qui ressortaient, mais on ne pensait pas que Donjons et Dragons étaient tous les jeux de rôle du monde. On n'a pas cette pensée là dans le milieu francophone, j'ai l'impression. Il y a ce côté un petit peu où les gens ont vu Critical Role. C'est pas la faute de Critical Role, hein, mais on a commencé à avoir des actual plays de D&D qui commençaient à popper dans les années 2010, de 2010 à 2020, et les gens ont finalement redécouvrent D&D, et du coup, les gens pensent D&D, respirent D&D, et ceux qui émettent déjà D&D se sont dit, ben on va parler de D&D, c'est juste qu'on le parlait entre nous, entre personnes qui connaissaient l'univers, on va transmettre notre savoir, mais aussi notre passion de ce jeu de rôle aux autres. Donc voilà, encore une fois, est-ce que Donjons et Dragons est à mettre en cause là-dedans? Non, mais il y a une tentative un petit peu de désacraliser D&D et essayer de montrer que soit c'est un jeu qui est vieux, ce genre de choses-là. Sauf que nous, francophones, on sait que D&D, c'est pas tous les jeux du monde. Alors pourquoi parler des caractéristiques? Parce que les caractéristiques de D&D, c'est des caractéristiques qui sont assez vues, non seulement dans le milieu du jeu de rôle, mais aussi dans le milieu du jeu vidéo. Et à ce moment-là, quand on vient interpréter un personnage,
interpréter son physique, sa dextérité, son agilité aussi. Quand on vient à traiter ses compétences, je pense pas qu'on va pouvoir traiter les compétences dans cette vidéo, mais on va essayer. On se dit, bah, ben oui, mon personnage, il est capable de faire ça. Sauf qu'on se retrouve face à cette espèce de frontière que les gens ils ont du mal à traiter ou à dépasser ou à admettre. Un petit peu dans le même acabit des gens qui te disent: ah, on a créé un jeu de rôle où il y a de la romance, de l'amour, des relations, relations fortes entre les personnes. Il y a des gens qui te disent: ok, j'ai fait des règles pour ça. Et de l'autre côté, ceux en face disent: ouais, ok, t'as mis des règles, mais on le faisait déjà. Et cette espèce de collision entre deux visions, deux mondes différents, est un sujet qui est très intéressant, que malheureusement je ne vais pas pouvoir traiter tout de suite. Mais c'est le même genre de problème. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a les caractéristiques. Donc j'ai parlé des caractéristiques qui sont mises en cause. C'est-à-dire le charisme, la sagesse et l'intelligence. Et en face, il y a des gens qui vont te dire: mais où est le problème? Et à ce moment-là, d'autres viendront dire: oui, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que cette caractéristique a besoin d'exister quand, la plupart du temps, gérer l'intelligence, gérer la sagesse et gérer le charisme, on le fait via le RP. Et là, il y a une espèce de grande ligne de séparation où il y a des gens qui te disent: il faut le laisser, et d'autres qui te disent: ça ne devrait pas être là. Mais malheureusement, il y a un côté aussi où ceux qui disent que ça ne devrait pas être là, ils te disent: ouais, mais si c'est pas là, si c'est pas dans la fiche, les gens vont pas forcément la traiter. Donc c'est compliqué, donc faut la laisser. Donc on a plus ou moins deux parties, dont une des parties a un côté modéré où tu te dis: ce qui n'est pas sur la fiche, bah, les gens ne sont pas, se sont pas forcément tenus de le jouer. Et c'est justement là où commence le problème. Est-ce que ces caractéristiques devraient être traitées? Je vais donner mon opinion, et mon opinion seule. Je pense que ce sujet, il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, donc je ne pense pas le traiter en entier en une seule vidéo. Pour moi, la question, s'il faut donner du contexte, elle remonte à le moment où j'ai commencé à me poser des questions sur ça. C'est quand j'ai vu la présentation de JDR TV. Donc c'est une vieille chaîne, ils ne produisent plus de vidéos. Allez sur le site internet JDR TV. Si vous voulez présenter aux gens le jeu de rôle de manière amusante, drôle, il le fait très bien. Donc regardez les vidéos de JDR TV. Et à un moment, il te parle du personnage qui est pendu dans la douleur. Et et j'ai jamais su jusqu'à présent si il disait ça pour déconner ou c'était la vérité. Il te dit: si tu as un QI de guerrier, ben faut jouer un guerrier. Et ça aussi, c'est un sujet c'est un sujet qui n'est pas récent, mais qui a été quand même assez récurrent par période. Est-ce qu'on doit jouer quelqu'un qui a les performances les plus proches de la nôtre? Et qu'est-ce que ça veut dire des personnages qui sont plus proches de la nôtre? Sujet que je n'entends pas traiter maintenant. Mais est-ce que quand on a le QI d'un guerrier, il faut jouer un guerrier? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas intelligent pourra jouer quelqu'un d'intelligent? Est-ce que quelqu'un d'avisé pourrait jouer quelqu'un qui ne l'est pas? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas charismatique de base ou qui manque de bagou serait capable d'interpréter ça? Alors moi, je vais donner la réponse très clairement. Le coup du si c'est dans la fiche, enfin si c'est sur la fiche, c'est que ça a une importance, ça doit y être. Je pense que c'est vrai. Moi, j'étais en train de regarder un petit peu mon jeu de rôle et les intentions que j'avais. Et pendant toutes les périodes où j'ai joué avec mes joueurs, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que en tant que maître de jeu, je retranscrivais bien les émotions des personnages, ce que j'avais envie de traiter, c'est-à-dire pas seulement le fait qu'il y ait de la baston, mais être dans un univers où les possibilités sont nombreuses, mais que les personnages finissent par finalement suivre leurs émotions ou leurs raisons
et que du coup ils voient les conséquences de ça. Finalement, ils sont le plot, il est assez simple. C'est vous êtes les héros de votre propre histoire, mais vous êtes dans un monde où il y a une grande quantité de héros, tout en sachant que l'univers est vaste. Quand tu prends ça en compte, plutôt quand j'ai pris ça en compte, je me suis dit, ouais, mais à quel moment ça se voit dans mon livre de jeu de rôle, cette partie-là, cette partie où les émotions ont une importance, les relations ont une importance, la romance peut-être peut avoir de l'importance, l'amitié aussi, le fait que les personnages, en fonction de si ils sont marginaux, comment ça finit par se refléter. Le coup de si c'est pas dans le livre de jeu de rôle et si c'est pas dans la fiche, surtout si c'est pas dans la fiche, bah les gens penseront qu'ils ne sont pas tenus de le jouer. C'est quelque chose de vrai. La raison pour laquelle on a parlé du cas de la romance, dans la raison pour laquelle il y a des gens qui te disent on le faisait déjà dans la romance, c'est parce qu'il y a un long passif. Le jeu de rôle était plus proche du jeu de plateau et surtout du wargame. Puis ils ont commencé à s'affranchir du donjon. Mais avant de s'affranchir du donjon, ils se sont affranchis du fait que on ne fait que combattre des monstres et c'est tout. L'histoire n'était pas importante. Puis des gens se sont dit, il faudrait mieux exprimer nos personnages. Et après, le lieu de cœur, le théâtre de cœur qu'est le donjon, ne suffisait plus, on s'est affranchi du donjon. Le donjon n'est plus devenu une composante obligatoire. C'est pour ça que il y a des gens qui veulent vraiment jouer à l'intérieur de donjons, et c'est du dungeon crawling qu'ils veulent faire, pas spécialement du JDR, et il y a des jeux de plateau pour ça, il y a du jeu de rôle pour ça, il y a des jeux vidéo pour ça, donc il y a à boire et à manger, mais quoi qu'il en soit, il y a eu une évolution en cours de route. Et c'est justement ça qui a fait que dans les relations, pourquoi les relations amoureuses, pourquoi la romance, dans certains jeux de rôle où ce n'est pas écrit, c'est joué, c'est parce que c'est quelque chose qui est très humain. Et je pense que dans un monde où il y a pas mal de personnages anthropomorphiques qui ont des aspects différents mais qui sont jamais que des facettes déguisées d'êtres humains anthropomorphisés ou ce genre de choses-là, ben la place de la romance, ben elle se devait d'être là. Sauf que ce qui n'est pas là, les gens ont décidé de le mettre d'eux-mêmes et n'ont pas attendu les auteurs de jeux de rôle qui disent il y a ça pris en compte dedans. Voilà. Donc pour revenir à cette notion de caractéristiques, si tu ne mets pas les caractéristiques dans la fiche ou dans les règles, enfin, les gens vont dire ouais mais est-ce que je suis tenu de le jouer? Et c'est dans ces moments-là où tu commences à voir certaines failles, on va dire. Même si c'est pas des failles vis-à-vis du rythme du jeu, mais c'est des failles vis-à-vis de l'interprétation du rôle. Ce que des gens peuvent trouver dispensable. C'est le moment où tu sais que ton personnage il est à 7 d'intelligence, donc son modificateur il est à -5, -2, -3, un truc comme ça. -3. Ah ben le mec, il te joue un personnage intelligent, mais à un point où c'est limite insultant. Voilà. Ce que les gens n'ont pas manqué de mélanger en disant ah là là, les orques ont un modificateur négatif dans l'intelligence, donc les orques sont pas intelligents. Voilà. Je me réserve ça pour la vidéo sur le racisme dans le jeu de rôle. Parce que c'est de la merde, hein, cette façon de penser là. C'est des gros raccourcis, c'est des gros biais. Quoi qu'il en soit, quand un personnage va vouloir jouer un guerrier qui est pas intelligent, ah ben c'est pas ouf en fait. Voilà, des gens te parlent de Fallout 2 ou de Fallout 2 où tu vois que quand ton personnage avait une intelligence basse, en fait ton personnage il faisait soit des grognements, soit 3 petits points. C'est là où on commence à voir que ça devient chiant. Si les gens trouvaient que l'archétype du loup solitaire c'était chiant, moi je trouve que le coup du guerrier pas intelligent c'est encore plus chiant. Mais attention, l'inverse est vrai aussi. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a un haut score d'intelligence, et en fait, des gens te disent que souvent, l'apparat de l'intelligence, c'est l'arrogance, ce n'est pas une vérité universelle, mais pourtant c'est ce qu'ils jouent. Mais il y a aussi d'autres trucs où en fait, des fois, ils jouent les intellos, où les personnages te projettent tous les trucs de façon, on va dire, de façon nerveuse,
comme certains clichés qu'on voit dans certains films américains, c'est insupportable. Alors quel est le juste milieu? Comment se refléter l'intelligence? Bah, je pense que les jeux de rôle, en tout cas les jeux de rôle et D&D Like, expliquent plus ou moins bien pourquoi les caractéristiques, quand il y a une facette négative, pourquoi elle est là. Des fois, ce n'est pas un problème de disposition cérébrale, c'est pas un problème de constitution. Des fois, c'est une notion de culture. Ils se refusent à certaines cultures ou à certains accès d'informations parce qu'ils trouvent que c'est pas propre à leur identité. Là encore, c'est un sujet que je vais devoir traiter dans la vidéo sur le racisme. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Donc on va passer au charisme. Alors le charisme, je crois que celui-là c'est le pire. Le charisme, c'est quelque chose de compliqué parce que quand tu viens à interpréter ton personnage, dans ta tête, tu peux le voir comme la meilleure version de toi-même. Des fois même comme une espèce de guérison, une projection de toi fantasmée. Et quand ce n'est pas le cas, une personne charismatique, c'est une personne charismatique. Je peux en parler récemment de ce truc-là, puisque c'est une remarque que j'ai fait à une amie concernant euh, l'écriture quand tu veux écrire des nouvelles, des romans, des choses comme ça. Quand tu écris ou quand tu narres un personnage, que tu l'aimes ou pas, tu ne dois pas laisser retranscrire ton appréciation de ce dernier. Et je pense que quelqu'un qui joue le charisme, qui veut vraiment jouer le charisme du personnage, se doit de le faire comme ça. C'est un peu bizarre, hein. Parce que d'habitude, je dis oui, il ne faut pas projeter ce qu'il y a dans un média dans un autre. Mais écoutez-moi bien. La seule personne, ce n'est pas la seule, le MJ n'est pas la seule personne qui raconte une histoire. Les joueurs aussi. Et le petit problème avec un personnage que tu aimes trop ou que tu détestes beaucoup, c'est que quand un personnage que tu aimes, il réussit, ta langue est déliée et glorieuse envers lui, mais quand il échoue, tu minimises son échec. Alors que dans les faits, l'échec ne peut pas être minimisé parce que dans les faits, il a amené certaines conséquences. Donc, est-ce que finalement parler de la neutralité, puisque ça, c'est ce que ça laisse sous-entendre, et les gens détestent ce mot de nos jours, est-ce que la neutralité est la chose bienvenue? Je pense que oui. Pour jouer beaucoup de personnages, des personnages masculins, des personnages féminins, des personnages qui ont qui ont des visions sur le relationnel très très différentes, des gens qui ont été intelligents, des gens qui ne l'étaient pas, des gens qui faisaient preuve d'une certaine forme d'intelligence, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, ceux qui faisaient preuve de sagesse, ceux qui faisaient preuve d'expérience. Il y a plusieurs formes d'intelligence, il y a plusieurs formes de sagesse, et il y a plusieurs formes de charisme. Même si le charisme, ça serait pas seulement une notion de magnétisme, mais aussi c'est une espèce de mot fourre-tout pour mettre le rapport social, le rapport un petit peu physique, magnétique, et aussi le rapport d'évocation du personnage. Le charisme, c'est trois valeurs différentes mises sous un seul nom, et c'est quelque chose que les personnes ont un petit peu oublié. Là où les compétences, comme l'intimidation, le bluff, la diplomatie, la fraternisation, ou encore la drague ou ce genre de choses-là, ces compétences-là viennent s'additionner au potentiel d'un personnage. C'est pour ça que quelqu'un qui a un haut charisme, jouer l'excès de confiance en soi, quelqu'un qui est charismatique, est-ce qu'il est excessif dans sa confiance en soi? Je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré une personne réelle, je parle, hein, qui était charismatique et que sa confiance en soi était excessive. Non, il avait pas mal d'atouts de son côté. Mais le truc avec un personnage charismatique, s'il faut expliquer ça en prenant l'axe réel, pas une projection, mais vraiment pour s'inspirer, ce qui faisait la force d'une personne charismatique, des personnes charismatiques que j'ai rencontrées, c'est pas l'excès de confiance en soi, c'est que ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait,
et comment il se présentait aux autres et comment il présentait ce qu'il disait, finalement leur tenue générale était naturelle. Elle ne se souciait pas des personnes qui étaient en face. Il n'y a pas raison de jouer des milliers de masques, puisque de toutes les façons, la personne est ce qu'elle est. Voilà. Après, on pourrait se poser la question s'il faut aider encore des gens à ce propos du est-ce que ça veut dire que les gens ne doivent pas faire attention à leur image, entre guillemets, ou encore est-ce que finalement avoir des masques différents en fonction des personnes qui sont en face, est-ce que c'est finalement un manque de charisme? Je ne pense pas. Le charisme lui-même a de nombreuses formes. On l'a vu à l'instant en tant que terme photo dans le jeu de rôle, mais dans le réel, on est déjà dans un découpage beaucoup plus gros que ça. Donc, on n'a pas parlé de quoi? On a parlé de l'intelligence, on a parlé du charisme, la sagesse, je pense que c'est quelque chose de particulier. Mais là où c'est plus tortueux dans le charisme, et là où l'intelligence, vous allez très vite voir où je veux en venir. Si vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu, c'est à vous de me dire en commentaire. Mais la sagesse, c'est tranché. La sagesse, c'est le rapport à soi, c'est le rapport aux autres, c'est le rapport à la conscience autour. Et le truc, c'est que la sagesse prend aussi en compte quelque chose qui est au-delà de l'intelligence, le sens commun. Et je l'ai déjà dit souvent sur ma chaîne, il y a une malédiction, c'est une malédiction pour ceux qui ont du sens commun, et c'est une malédiction aussi pour ceux qui n'ont pas de sens commun. Parce que ceux qui n'ont pas le sens commun sont obligés de dépendre des autres, la plupart du temps, pour essayer de comprendre une certaine situation. Et ceux qui ont ceux qui ont le bon sens sont des gens qui voient certaines choses qui vont de soi, donc finalement qui arrivent à des conclusions, des adaptations, des réactions appropriées, mais ils se doivent quand même d'expliquer à ceux qui manquent de sources communes pourquoi ça en est et quelle était la chose qu'il fallait regarder pour ça. Et là, on te dit, il y a une caractéristique qui est censée refléter ça. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc on arrive à la dernière partie de la vidéo où justement on va poser la question. On a vu que les trois étaient source de problèmes et que on commence à voir aussi pourquoi la déconstruction de Donjons et Dragons a commencé avec ces caractéristiques-là. Donc est-ce qu'elle devrait faire partie de l'affiche? Oui. Parce que c'est un truc que pas mal de rôlistes ont fait comme remarque sur ce genre de sujet, et je ne vais pas répéter trait pour trait ce qu'ils vont dire, mais c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Les caractéristiques existent dans les jeux de rôle parce que oui, même si tu joues un rôle, tu interprètes un personnage. Tu n'es pas ce personnage. Si jamais un personnage manque de charisme ou il pense qu'il ne peut pas placer les bons mots, qu'il dise « je veux lancer mon test de charisme » et que c'est le MJ qui finit par interpréter la conclusion, des gens pourront dire que oui, mais c'est pas du RP. Si, dans un sens, c'est du RP, dans le sens où il sait que si jamais il parlait, il allait finir par desservir l'interprétation de son personnage. Donc, au lieu de parler à la première personne, au lieu de parler à la troisième personne, il a parlé de ce qu'il voulait faire et de ses intentions. Le maître de jeu lui dit, regarde ta caractéristique de sagesse, regarde les compétences associées qui seraient utiles dans cette circonstance, tire ton dé, et le problème est résolu. L'intelligence, c'est pareil. Tu dois tirer l'intelligence, la personne, oui, elle doit tirer un dé pour ses tests d'intelligence. Des fois, ça se rapporte des fois même à la mémoire, au savoir du personnage. À ce moment-là, les jets d'intelligence, c'est normal que les gens se disent « Non, mais je vais le tirer, je ne vais pas dire « Ah là là, je me souviens de tel truc » et puis finalement, tu ne sais pas de quoi est composé l'univers. » Finalement, l'intelligence a un bon garde-fou qui est le fait que tu lances des jets de dés pour refléter certaines facettes de l'intelligence et des compétences que ton personnage possède.
Mais le seul qui pose le plus problème, c'est-à-dire le charisme, c'est déjà autre chose. Ton personnage a des points de charisme, et à ce moment-là, il peut se passer plein de choses. Le maître de jeu peut te dire, vas-y, qu'est-ce que tu lui dis? La personne, elle fait un discours, hein. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Et puis après, c'est le maître de jeu qui décide de voir ce qu'il fait. Le problème, c'est que chaque personne traite la chose de manière différente. Alors moi, je vais vous dire comment je vais fonctionner, comment je fonctionne et pourquoi. Je demande à la personne qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut dire. Si elle me dit, je veux tirer le dé, enfin, j'explique rapidement le truc, ce que je veux lui dire, et en même temps, justement, j'essaie d'insister sur ce fait. Moi, en tant que maître de jeu, ce que je dirais, c'est tire ton jet, je te mets le bonus de compétences appropriées, et si lui, il a certaines fulgurances, c'est-à-dire certaines informations qu'il veut rajouter dans son discours, qui a du poids, je mets un bonus circonstanciel. Voilà, puisque c'était les circonstances, donc c'est circonstanciel. Par contre, quand la personne me dit je veux faire du RP, ou bien la personne elle parle physiquement du truc, je la laisse parler, je la laisse parler, je la laisse parler. Si elle fait une erreur sur quelque chose qu'elle n'est pas censée savoir, je lui fais la remarque. Ensuite, on voit ensemble, oui, voilà, il n'y a pas de problème, machin. Il continue, il continue, il continue. Si le discours est convaincant, et que aussi des fois, dans certains cas, bon, c'est surtout récemment avec certains jeux des likes, où maintenant il y a une espèce d'opposition, c'est-à-dire que quelqu'un te dit quelque chose, et après il y a la question de est-ce qu'il va te croire. C'est pas dans une phase de dé, ça peut être des fois des oppositions, quelqu'un peut ne pas être réceptif à toi du premier coup. Ce qui est une bonne chose, hein, de traiter ça comme ça, en deux temps, quelque part. Mais ce qui se passe, c'est que si son discours est convaincant et que c'est plus que suffisant, il a réussi. Il n'y a pas de jet de dé à tirer. Si la personne n'est pas convaincue, je lui dis pas tu as échoué, je lui dis lance ton dé, mais par contre tu as raté. Le seul moment où je viendrai à mettre un malus, c'est pas parce que le mec il n'a pas été convaincu, c'est que le joueur a dit quelque chose que soit il n'aurait pas dû dire, soit qu'il n'est pas au bon goût de la personne, c'est-à-dire l'affinité. Encore une fois, il y a une fulgurance que j'avais entendu de mon frère un jour, il y a des années de ça, j'aurais bientôt faire 10 ans en plus. Ah putain, en 2021, ça fait 10 ans. Où il disait que ce n'est pas parce que tu dis la vérité à quelqu'un qu'il va accepter que tu aies raison. Donc, c'est seulement ces circonstances-là qui vont amener à un malus. Mais il y a toujours un jet de dés. Ce qui veut dire que un discours bien agencé peut amener à une réussite automatique, mais l'échec, lui, ne devrait pas l'être. Et que quitte à sauver le truc, c'est les différentes choses qui ont été dites et aussi, en fonction du comportement et du discernement du personnage, il y a des malus ou des bonus circonstanciels qui vont venir dire si la personne, elle a réussi ou pas son jet. Pourquoi faire comme ça? C'est parce que là, je pense que l'échec, c'est quelque chose qui fait mal aux joueurs, quel qu'il soit, même la plus petite échec. Après, des gens diront oui, mais les dés, machin. Bon, on va prendre le principe des dés comme base. Parce que si jamais vous prenez le principe du dialogue, ou vous prenez le principe de capital de points à investir ou d'autres systèmes alternatifs, il faut entrevoir une porte de sortie. Il faut toujours minimum 2 portes de sortie à une situation. Et c'est autant valable pour le maître de jeu que pour les joueurs. Sauf que dans la manière dont tu masterises, tel que je vous le présente là, ce n'est pas écrit dans les règles du jeu de rôle. Donc ça veut dire que si tu proposes une solution alternative pour pouvoir résoudre quelque chose, tu te dois de laisser 2 portes de sortie, à coup sûr, aux joueurs pour pouvoir s'en sortir. La première porte, c'est que s'il réussit, c'est pas genre il le lance quand même, parce que j'ai déjà vu ça. Ah, tu l'as pas convaincu, tu as échoué. Voilà. Et de l'autre côté, ah, oui, t'as réussi, mais fais un jet pour être sûr que tu as réussi. Qu'est-ce que c'est que ces manières?
Il y a deux portes de sortie bien évidentes, les gens ne l'utilisent pas. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ben que finalement, la déconstruction des caractéristiques telles que présentées dans D&D mais aussi dans d'autres univers ont une fonction bien précise parce qu'elles doivent y être. C'est la symbolique qu'il y a autour qui peut être remise en question. Et par exemple, on va prendre l'exemple de Mutant and Masterminds où l'agilité et la dextérité, c'est la même chose dans D&D. Or, dans Mutant and Masterminds, c'est deux choses différentes. Et c'est vrai que dans mon cas aussi, je considère que l'agilité et la dextérité, c'est deux choses différentes. Mais c'est des choses qui sont voisines, qui sont communes, donc tu comprends que ce soit assimilé ensemble. Le questionnement cette caractéristique, elle sert à quoi, se doit d'être posé. Et il n'y a pas de problème à se poser la question. Sauf que vouloir retirer à tout bout de champ certaines choses du jeu de rôle, comme pour désacraliser le jeu de rôle pour pouvoir se le réapproprier, bah finalement c'est une lecture du jeu de rôle qui est assez monolithique. La personne a vu le jeu de rôle, tel jeu de rôle, le jeu de rôle il est connu, il est répandu, il est populaire. Ouais, mais si on faisait autre chose et on décortiquait, on manipulait, on modifiait. Moi j'appelle même pas ça faire du choc à pic, c'est genre vouloir essayer de réinventer euh, c'est réinventer une salade qui est composée de beaucoup de légumes. Et en disant j'enlève un légume, j'enlève deux légumes. Voilà. C'est ton choix. Mais s'il y a des gens qui ont décidé de manger cette salade, et que cette salade elle est fraîche, à mes yeux, les caractéristiques présentées telles qu'elles sont dans Donjons et Dragons, même s'il y a des choses qui mériteraient d'être découpées en plusieurs, c'est pour que la lecture des caractéristiques soit digeste. C'est pour ça que c'est compact. Et que les liens qui sont faits, comme par exemple on a vu avec la notion de magnétisme, beauté, en fait en gros magnétisme, évocation et sociabilité, pour la caractéristique de charisme, ben on voit bien que c'est des choses qu'on peut rassembler sous le charisme, et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Tout comme l'agilité, la dextérité. Ok, tu décides que oui, l'agilité, la dextérité, c'est machin. Ouais, non, mais c'est de la coordination dans les deux cas. Donc pourquoi tu viendrais modifier ça? Ben non, tu peux les séparer si tu en as envie. Mais si tu décides de les séparer, est-ce que tu décides de les séparer parce qu'il faut les séparer? Ou est-ce que tu décides de les séparer parce que tu veux leur donner des fonctions plus complexes pour pouvoir traiter plus de situations? C'est ce qu'a fait Mutant and Masterminds, par exemple. Posez-vous des questions et continuez de vous poser des questions. Évidemment, la tentative de désacralisation, je ne la... si vous voulez, je ne la condamne pas, parce que finalement, on veut toujours essayer de remettre le monde en question, et je pense qu'il est bon de se remettre en question et surtout de rappeler les évidences. Mais dans un autre sens, qu'est-ce que les gens qui ont prétendu vouloir modifier ça, ou qui ont modifié ça, qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus? Et ça, c'est pas moi qui vais aller faire la recherche pour ça. Je ne joue pas à tous les jeux de rôle du monde et je fais attention, voilà, parce que mon portefeuille me dit non. Et puis après, bon, si je dépense trop, il me dit ne me touche pas, tu me salis, espèce de porc, dors sur le canapé. Ou même vous savez, voilà. Donc, la conclusion c'est il n'y a pas de problème avec les caractéristiques évoquées, sauf trois, parce que ces trois caractéristiques-là viennent du domaine, même si c'est un mot grec et que c'est un peu fourre-tout, gréco-romain ou latin, appelez ça comme vous voulez, ça vient du domaine de la psyché au final. C'est-à-dire le rapport de l'âme et de l'esprit. Et aussi de ce qu'il peut contenir, en quelque part. Et j'avoue que c'est très compliqué de devoir jouer ça. Donc là où par exemple je parlais du fait que quand tu joues un personnage charismatique qui a des pistes, il fallait aller chercher les pistes. Pour l'intelligence, vous avez vu le garde-fou qu'il y a pour l'intelligence. Heureusement qu'il y a des jets qui permettent de compenser. Parce que le joueur n'est pas tenu de savoir tout ce qu'il y a dans l'univers. Et même en faisant beaucoup d'efforts, il ne pourra pas tout savoir.
On ne sait déjà pas tout sur notre univers à nous, déjà. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Et quant à la sagesse, qui est l'ultime frontière du sens commun, de l'interaction, de la compréhension, d'une certaine sensibilité de soi-même vis-à-vis des autres ou soi-même vis-à-vis du monde, c'est quelque chose de très difficile à jouer. Donc oui, je considère qu'il faut des gènes pour ça. Ouf! C'était Jinji, sujet compliqué, je n'aurais jamais cru que j'aurais pu traiter ça en une fois, puisque là c'est la première fois que j'ai le premier essai et je l'ai réussi du premier coup. Je pense que la prochaine fois qu'on va se parler, ça sera sur les compétences, mais je vais quand même essayer de voir l'article en question que je devais traiter dans un emporteur holistique, pour voir si je devrais traiter cet article, ou est-ce que je devrais lire cet article et le traiter dans un JDR pour simplifier. Parce que c'est un gros pavé. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt à tous. Voilà, n'oubliez pas de laisser une appréciation, de dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est très important de dire ce que vous en pensez. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis toujours ouvert à la discussion. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Salut à tous.